BFM Business, BFM Crypto, le club. C'est notre pause crypto chaque jour aux alentours de 16h35. Notre club BFM Crypto, les meilleurs experts se succèdent sur le plateau de BFM chaque jour. Grégory Raymond, bonjour Grégory. Salut Guillaume. Salut Grégory, rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale. On va parler dans un instant du citoyen face aux politiques, le citoyen crypto face aux politiques. Adli Takalbataï nous rejoint. Bonjour Adli. Bonjour. On va parler ensemble dans un instant de l'humain face au robot. Adli, vous êtes le président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Xavier Fenot avec nous également. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Trader, analyse pour Interactive Trading. On va parler de l'investisseur face au cours des cryptos, des cours toujours déprimés. C'est le désert, ça végète. Comment est-ce qu'on voit le potentiel en tout cas sur le cours du Bitcoin pour commencer Xavier? Non, pas forcément déprimé, mais c'est vrai que le marché crypto est quand même toujours en léthargie. Alors disons plutôt en phase de consolidation horizontale depuis un mois. Bon, finalement, on s'en contente dans le contexte en bonne nouvelle. Jean-Louis le disait juste avant, effectivement. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de mauvaises nouvelles supplémentaires. Donc, vous l'avez dit juste avant, dollar américain toujours fort. Ce qui montre qu'on n'a toujours pas en fait d'enclenchement de l'interrupteur des investisseurs sur risk on. C'est la même chose pour les taux souverains avec un taux à 10 ans aux États-Unis qui est au-delà des 4,10%. Alors, ça n'empêche pas les marchés traditionnels de tenir, voire de relancer aujourd'hui. Vous l'avez dit juste avant, c'est dans la continuité du rebond incroyable amorcé quand même depuis le mauvais chiffre de l'inflation aux États-Unis la semaine dernière. Mais le marché crypto n'arrive pas à suivre le pas pour le moment, même s'il n'y a pas de dégradation de tendance à court terme. 18 000, 19 000 dollars sur Bitcoin pour le moment, ça tient. Ça fait à peu près 2 mois qu'on est dessus. 1250, 1270 dollars sur l'Ether, un mois qu'on tient ce niveau. Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour mettre la seconde et passer les barrières? Alors, les barrières, c'est 20 500 dollars sur le Bitcoin, 1400 dollars sur l'Ethereum. Un élément positif, alors une inflation qui se replie plus rapidement que prévu, qu'enfin les banques centrales fassent leur effet, les actions des banques centrales fassent leur effet, et justement des banques centrales aussi peut-être un petit peu plus optimistes. Donc bref, de la matière pour que les investisseurs reviennent sur le marché, déjà reviennent fort sur le marché, les marchés traditionnels, avant qu'il y ait une contagion sur le marché des cryptos, parce qu'aujourd'hui, en fait, les volumes sont toujours très faibles sur les cryptos, et en même temps, on voit aussi que les liquidations sont à des plus bas historiques sur les cryptos. En fait, ce sont ces positions qui sont clôturées de force à cause des effets de levier qui entraînent des pertes trop rapides et trop importantes. Donc on est toujours dans cette phase de désintoxication spéculative, ce qui a un effet bénéfique d'un côté pour éviter des mouvements de panique, mais qui a aussi d'un autre côté un effet qui n'entraîne pas de mouvements violents haussiers. Bon. En même temps, on a quand même quelques cryptos qui se détachent. Vous en parliez il y a quelques temps, Guillaume. C'était par exemple QNT. Elle a quand même été multipliée par 2 depuis en un mois. Donc, ce qui est quand même pas mal. D'autres qui sont toujours finalement dans des tendances haussières à court terme, voire neutres, mais qui résistent bien quand même ces dernières semaines. Alors, je vous en donne quelques-unes à creuser, bien évidemment, chacun de son côté. Cake, AVE ou encore Matic. Il y en a quelques-unes d'autres qui sont très solides ces derniers jours. Donc, patience. Ce n'est pas parce que ça ne monte pas que ça continue de baisser, et parfois même, il y a des bonnes surprises cachées qui peuvent se révéler. Et on essaie de voir le verre à moitié plein. Merci Xavier. Xavier Fenot avec nous pour Interactive Trading. Et on rappelle à ceux qui veulent investir en crypto, bien sûr, qu'il ne faut y placer que l'argent dont on n'a pas besoin. Tout cela reste très spéculatif et volatile. Même si, quand même, la France s'intéresse de plus en plus à cet écosystème crypto. Et Bruno Le Maire au premier rang. Il a tweeté tout à l'heure d'ailleurs à nouveau sur les cryptos. Bruno Le Maire, la France veut devenir, dit-il, le hub européen de l'écosystème crypto. Grégory, cette semaine, les médias et les réseaux sociaux se sont aussi enflammés sur une autre déclaration d'un ministre, Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique. L'État viendrait à soutenir le secteur des NFT avec des fonds publics. En tout cas, c'est ce qui a été repris dans les médias et les réseaux sociaux. Vous dites que c'est un peu plus compliqué quand même. Oui, voilà, je vous rassure, vos impôts vont pas réussir à financer plein de NFT avec des images de singes. Non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Il n'y a pas de plan d'aide particulier pour soutenir financièrement le secteur. Par contre, ce que le ministre a dit, c'est que les projets pourront déposer une candidature dans le cadre de France 2030, qui est une sorte d'appel à projet d'innovation. Oui. Tout le monde peut y participer. Et oui, il y a éventuellement de l'argent public derrière,
Mais non, il n'y a pas de plan particulier pour les NFT. Donc voilà, on a vu beaucoup d'articles sur Internet qui étaient en train de s'émouvoir de ce sujet-là. Mais voilà, il faut quand même rétablir la vérité. Non, voilà, l'État va pas déverser l'argent public comme ça, quoi. La réponse est non, il n'y aura pas de fonds publics dédiés, consacrés spécifiquement au secteur des NFT. En revanche, les entreprises du secteur peuvent candidater au plan France 2030, un plan qui n'est pas complètement nouveau. Ça veut dire que le gouvernement ne soutient pas le secteur ou qu'il le soutient pas tant que ça ? Mais bien sûr que si, bien sûr que si. On sait que Sorare est souvent utilisé un peu pour décrire la réussite de la France dans le secteur. Le gouvernement s'en sert assez souvent. Il a bien compris, je pense, ça a été très bien intégré, que le Web3 avait beaucoup de perspectives en France. Vous le rappeliez avec le tweet de Bruno Le Maire, avec les multiples déclarations qu'il y a eu cette semaine. Donc Bruno Le Maire déjà sur BFM, il faut quand même le souligner, qui a fait une très très grande interview et qui on voit qu'il soutient les cryptos. Jean-Noël Barrot aussi dans The Big Well, mais Jean-Noël Barrot s'est présenté à la NFT Factory le jour de l'ouverture au matin, le soir. Bon, je pense qu'on peut dire que le gouvernement soutient le secteur, quoi. Oui, et il se mouille beaucoup, il ose communiquer beaucoup sur le secteur. Oui, bien sûr. Et c'est déjà bien. Je pense qu'il faut rappeler, parce qu'on aime bien se fouetter en France, mais il n'y a aucun grand pays où le gouvernement se mouille autant. Aux États-Unis, ils ne le font pas. Sur les cryptos, au Royaume-Uni, pas du tout. Alors qu'on pourrait se dire à la base que ces pays-là ont une culture entrepreneuriale qui fait qu'on va favoriser l'innovation et tout. Non, en fait, moi j'ai l'impression que ça se passe en France, vraiment. Oui. Alors on va voir de la parole aux actes. On va voir si les mots se traduisent concrètement en action et on suivra tout cela dans The Big Well, bien sûr, et puis sur notre fil BFM Crypto auquel chacun peut également s'abonner. Vous parliez de Sorare. L'entreprise Sorare, justement, elle, redoute de se faire requalifier en jeu de paris sportifs par le régulateur sur les jeux d'argent. Est-ce qu'on doit du coup se faire de plus en plus de soucis pour Sorare, pépite française à 4 milliards d'euros? Alors, les semaines qui arrivent seront cruciales. Effectivement, l'ANJ, l'Agence nationale des jeux, donc qui régule les paris sportifs, les jeux d'argent globalement en France, se demande si Sorare, c'est pas simplement un jeu de paris sportifs comme Winamax, comme BetClick et tout. Et donc, peut-être que Sorare devrait rentrer dans ce cadre réglementaire. Pour le business de Sorare, ça pourrait être un sacré problème. Donc, va y avoir une décision probablement dans les semaines qui viennent. Ça discute. Mais bon, si l'ANJ requalifie Sorare comme ça, ça risque de poser un problème. Bon, on l'a vu, le gouvernement, à travers Jean-Noël Barrot, a demandé aux régulateurs d'avoir un peu d'agilité sur le cas de Sorare. Il y a un petit coup de pression, ça je pense qu'on peut le dire. On verra dans les semaines qui viennent ce qui se passe. Mais si l'ANJ décide d'en faire qu'à sa tête, en fait la France pourrait être l'un des premiers pays à requalifier officiellement Sorare et les NFT comme des jeux d'argent. Ah oui. Si on veut faire de la France la championne du Web3, ça serait un très mauvais signal. Très mauvais signal. Comment vous regardez ça, Ali? Je vous voyais bouillonner en écoutant Grégory. Non, bouillonner, mais c'est-à-dire que ça fait Bruno Le Maire, ça fait longtemps qu'il se prononce sur le sujet. Après, il y a les paroles, les actes. C'est souvent le problème en politique, j'ai envie de dire. Et moi, je suis beaucoup moins réjoui en écoutant ces déclarations parce que dans les faits, les choses ne changent pas tant que ça. C'est toujours dur pour un entrepreneur crypto d'ouvrir des comptes en banque. C'est toujours dur de faire des cash-out. C'est toujours dur d'exercer dans ce milieu parce qu'il y a à la fois une instabilité réglementaire, des réglementations qui n'ont pas forcément été bien pensées parfois, et aussi une instabilité fiscale très très forte. Notamment sur la qualification de professionnel ou pas, ce qui peut être très problématique pour les particuliers. Ce qui devrait évoluer cette année. Ah, mais tout devrait évoluer. Mais en tout cas, si on veut être leader, pour moi, l'encadrement qui est en train d'apparaître à travers MiCA, à travers les présomptions, on va dire, de culpabilité pour les mineurs, à travers tout ce qu'on remarque depuis des années, la France n'est pas un havre de paix pour les cryptos. Moi, mon principal désavantage concurrentiel, on va dire, c'est d'être français et de résider en France. Parfois, je me dis, vraiment, je suis bête de rester en France. Parce que tout est plus complexe. Et du coup, vous seriez tenté d'aller où? Vous seriez tenté d'aller où, coup, Adli? Vous allez à Dubaï, tout se passe bien. Vous allez au Portugal, au Luxembourg, c'est beaucoup plus stable. Il y a plein d'endroits. C'est bientôt fini, la fiscalité avantageuse. Non. Il va y avoir les 1 an de détention pour quelqu'un qui fait de l'investissement. Ça sera toujours pas problématique. Alors qu'on a poussé pendant longtemps d'indexer un peu la fiscalité des cryptos sur l'or. En France, ça aurait pu être une bonne idée d'avoir une espèce de prime fiscale du fait de garder l'actif, mais ce qui ne s'est pas passé du tout.
Donc le risque, c'est qu'on attire des géants mondiaux, les Binance, les crypto.com, etc., qui sont en effet attirés par la France et que ce soit... Et qui ne sont pas résidents français, parce que quand vous êtes résident français, en plus vous avez la notion d'établissement stable. Le problème de l'établissement stable, c'est que les Américains, ils font des boîtes aux Caïmans, ils n'ont pas de problème à faire des boîtes aux Caïmans. Un Français qui fait une boîte aux Caïmans, il est de suite flagué par Bercy, et en plus, il peut avoir énormément de problèmes en termes d'établissement stable. Donc le risque, c'est que la stratégie du gouvernement aboutisse à multiplier les arbres qui cacheraient une forêt... En fait, on va peut-être attirer les entreprises étrangères, et c'est ce qui a l'air de se passer. Mais en tout cas, de la part des entrepreneurs français, c'est pas plus facile aujourd'hui qu'avant de faire du business dans les cryptos. Mais tu parlais du problème de bancarisation. Aujourd'hui, il y a des structures comme Société Générale Forge qui comprennent beaucoup mieux le sujet. Mais ils comprennent le sujet. Globalement, chez Société Générale, il y a de l'UBAC aussi. Par contre, ça s'intéresse surtout aux gros poissons. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est que les petits entrepreneurs crypto, il y a toujours autant de problèmes qu'il y a 5 ans, ça c'est clair. Ouais, et puis Société Générale, par exemple, ils sont sur tout ce qui va être investissement, toute leur partie investissement et la partie forge sont très très chauds, on va dire, sur les cryptos. C'est un sujet qui leur plaît, ils ont envie d'aller dedans. Mais le côté compliance, compte, entreprise et retail, c'est toujours aussi froid, c'est toujours aussi complexe en tout cas. Bien sûr. Même EDF s'intéresse aux cryptos quand même, Adli. EDF assure la gestion de nœuds Ethereum, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, Grégory, et vous sortez cette semaine dans The Big Well une grande interview du patron de la filiale Web3, Exaion. Mais bon, quelle stratégie met-il en avant justement pour expliquer, justifier qu'EDF se lance dans l'Ethereum? Alors en fait, ils ont la volonté de construire l'infrastructure souveraine du Web3. En gros, vous voulez développer une application Web3, un protocole Web3, vous vous adressez à EDF et eux, ils vont faire tourner la sous-couche, l'infrastructure en fait qui permet de développer vos outils dessus. C'est aussi bête que ça. Alors, on parlait d'Ethereum. Voilà, c'était une belle info qu'on a sortie, mais ils sont multi-protocoles. Ils travaillent beaucoup avec Tezos, ils travaillent avec Hedera, avec Avalanche, avec Cosmos. Donc voilà, Exaion, disons que c'est un peu une boîte à outils, une structure un peu touche à tout d'EDF qui en est qu'à ses débuts. On est encore loin du géant mondial, mais le fait que ça vienne de l'énergéticien français public, moi je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, qu'EDF veuille vraiment participer à l'infrastructure globale du Web3. Mais Adli va vous répondre que ce sont encore des gros acteurs qui vont tirer leur épingle du jeu et que pour les petits, ça reste difficile. Après, ça oui, pourquoi pas, c'est bien. Après, moi j'aurais aimé que EDF fasse du minage de Bitcoin. D'un point de vue de la souveraineté, je pense que ça aurait été... On leur a posé la question, c'est niet. Ah mais oui. Je pense qu'il y a... Là, il y a le sujet écologique, entre guillemets, mais qui est idéologique. Et je pense qu'il y a un sujet politique aussi. Je pense que Bitcoin a perdu la bataille dans le cœur des États, si je puis me permettre. Et finalement, Bitcoin se construit en fait face à l'État. Donc je pense qu'il ne faut pas s'étonner. En complémentarité. Il restera une alternative. C'est certainement mieux comme ça. Mais pour les questions de souveraineté, pour le coup, ça serait... Si Bitcoin devient quelque chose d'important dans le futur... le fait d'avoir si peu de mineurs, finalement, c'est aussi être moins souverain sur Bitcoin. Oui, et en même temps, face aux enjeux de justement réduction de la facture énergétique, face aux enjeux de pénurie d'énergie en raison de la guerre en Ukraine, la Commission européenne... Pourquoi pas réguler les mineurs, ça? Non mais attendez, la Commission européenne appelle carrément, en effet, à réduire le minage de Bitcoin pour préserver l'énergie qu'il nous reste. Oui, bien sûr. Mais je pense que la bataille politique a été perdue. Et on voit bien d'ailleurs dans le message de la Commission, ils soulignent bien que Ethereum a fait sa transition, que c'est là-dessus qu'il faut évoluer. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, je pense que Bitcoin pas va être interdit, mais tout ce qui est relié au Proof of Work, en fait, on risque de mettre des bâtons dans les roues. Je dis ça comme ça, mais par exemple, on va peut-être interdire aux plateformes d'échange européennes un jour de lister Bitcoin parce qu'il a recours au Proof of Work. C'est des réflexions qu'il y a actuellement. Et tant mieux pour les pays émergents qui ont besoin de trouver des financements pour leur transition énergétique. Tant mieux pour eux si les mineurs s'y concentrent quelque part. En tout cas, oui, il y aura des avantages compétitifs sur d'autres zones économiques du monde, ça c'est sûr. Les smart contracts, il faut qu'on en parle puisqu'on évoquait l'Ethereum il y a un instant. Adli, il y a eu encore récemment un hack sur une plateforme de smart contract, la plateforme Mango. Et alors, stupéfaction. L'attaquant s'est défendu en disant qu'il a simplement appliqué les règles du protocole et qu'il n'a donc rien volé du tout. Tout ça nous amène quand même à réfléchir. Un hack qui n'est pas un vol parce que ce hack a tout simplement appliqué le protocole du smart contract. On dit souvent dans le monde des cryptos que code is law. Et là, on voit que quand le code est vicié, imparfait, ça permet des hacks. Même quand il est vicié, code is law. Ça, c'est toute la question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que Laurence Lessig, quand il invente cette formule, ce qu'il veut dire, c'est que dans le paradigme de l'Internet, c'est finalement les protocoles
et non les normes sociales qui vont prévaloir dans ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Et donc, finalement, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que ça s'est réalisé ? On peut le constater quand même que les normes sont différentes sur Internet. Mais par contre, ce qu'on voit aussi de nos jours, c'est que finalement, il y avait Code is law, mais il y a aussi Megacorpo is law maintenant, dans le sens où quand on est Twitter ou Facebook, finalement, on fait la loi sur son espace. Dans la modération, par exemple, ils suivent pas forcément les canons des lois étatiques. Ils vont pouvoir être plus restrictifs, moins restrictifs, etc. Donc, il y a aussi une loi, on va dire, dans ces espèces de territoires de ces corporations. Et dans les cryptos, clairement, on peut dire que Code is law parce que les protocoles comme Bitcoin ou comme Ethereum, c'est un ensemble de règles qu'on ne peut pas outrepasser. Et les smart contracts qui sont faits sur Ethereum sont également des ensembles de règles avec finalement un espace possible de communication et d'échange. Et on va se retrouver parfois face à des abus. Et cette situation est pas, enfin, j'ai pas envie de dire marrante, mais en tout cas, elle est intéressante et constructive, dans le sens où clairement ce qu'a fait l'attaquant est nocif. Hein. C'est de la mauvaise dette qu'il laisse au protocole. À cause, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à cause d'une manipulation d'un cours où il n'y avait pas assez de liquidité, il a pu réussir à faire une opération qui lui a permis de retirer des fonds et de laisser de la dette sale. Et il dit qu'il a préservé le protocole. Non, mais c'est clair qu'il a respecté les règles. Il a joué avec les règles. Mais ça existe aussi finalement dans le monde réel. Dans le monde réel, il y a une notion qui s'appelle l'abus de droit. Et l'abus de droit, c'est quand clairement vous utilisez des règles pour faire quelque chose de détourné. Et donc, il y a la même chose dans les cryptos, sauf que le recours est plus complexe. Mais là, quand même, la fin de l'affaire, c'est quand même qu'il rend les fonds, parce qu'il a été identifié, et qu'il a quand même peur d'un recours pénal, entre guillemets. Ce qui est assez intéressant. Mais c'est toute la question et tout l'enjeu autour des smart contracts. On rappelle des protocoles inviolables, immodifiables ou quasiment immodifiables. Plus ils sont détournables, entre guillemets. Voilà. C'est toujours pareil. Si votre contrat est très simple, admettons c'est un contrat, quand vous envoyez un jeton là, il vous envoie un jeton. Là, ça va être difficile de tricher d'une manière ou d'une autre. Ok, mais ça veut dire que le protocole est très compliqué à modifier. Est-ce qu'il est souhaitable de vivre dans un paradigme où le code fait foi, où le code fait loi, un code qui s'applique quoi qu'on en pense, quoi qu'on veuille, quels que soient ses vices ? Tant qu'il est évolutif, qu'il y a des possibilités de recours, que la gouvernance est assez bien pensée à la base, oui. Pour l'instant, c'est un univers qui est assez naissant, donc forcément, il y a des failles. En plus, c'est de la finance, donc des maths. Il peut y avoir des problèmes, par exemple, de liquidité. Donc, quelqu'un va pouvoir manipuler un cours ou autre. Donc, forcément, tout n'est pas efficient. Et il y a encore des leçons à apprendre et de la construction à faire. Mais avoir des règles inviolables sur des systèmes qui n'ont finalement pas besoin de tiers pour fonctionner, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est ce que sont les cryptos par essence. Et s'il y a besoin finalement d'avoir un tiers, il y a déjà des jurys décentralisés qui ont commencé à faire leur apparition dans les cryptos. Ils sortent d'où vous nous parlez d'un côté de protocoles inviolables, quasiment impossibles à modifier, et de l'autre de jurys, de tribunaux qui peuvent quand même arbitrer. Comment ça marche ? D'où sortent ces tribunaux, d'où sortent ces jurys, Albi ? Il y a un projet par exemple qui s'appelle Kleros, français, qui est mené par un Français, mais il me semble qu'il ne vit plus en France, encore une fois, sans vouloir être taquin. Et donc Kleros vise à faire des jurys décentralisés, donc comme en étant un tribunal d'arbitrage finalement, comme pourraient faire deux entreprises se mettant d'accord sur un deal international. Et c'est utile parce que des litiges, il y en aura toujours. C'est-à-dire que si je fais une assurance décentralisée qui a des conditions très spécifiques, mais qui sont des conditions qui ne peuvent pas apparaître sur la blockchain, j'ai besoin que quelqu'un vérifie que l'assurance qu'elle promet, pour déverser les fonds à la personne qui a été lésée, qu'il y a bien eu le problème spécifié par la police d'assurance. Et donc, ce genre de problématique, il faut des humains pour les vérifier. Et l'avantage de Kleros, le but en tout cas, est d'avoir une plateforme avec suffisamment d'alignement d'intérêts pour que les jurés doivent se comporter de la meilleure manière possible, parce qu'ils mettent en jeu, eux, aussi de l'argent, justement, pour prouver leur bonne foi, et s'aligner finalement sur les décisions. Et ça permet également de penser le futur sur des protocoles qui seraient un peu plus complexes, qui auraient des espèces de constitutions, donc qui seraient la méta-loi au-dessus des smart contracts, et qui permettraient de faire des évolutions du smart contract
tout en ayant un possible recours des porteurs de jetons qui iraient en recours en arbitrage en disant non, regardez, là, ce qu'ils font en évolution du code, c'est différent. C'est pas ce qui était prévu par le projet, par sa constitution. Mais on imagine que ceux qui, rédigeraient, constitueraient cette constitution en quelque sorte, ceux qui agiraient comme des tribunaux ou des juridictions, ce sont des initiés, ce sont des cercles d'initiés. Est-ce qu'il n'y a pas un problème démocratique derrière tout ça ? D'accès de tous à ce pouvoir de Mais ça, d'arbitrage. C'est le travail des années à venir, j'ai envie de dire. C'est l'adoption aussi qui va faire la compétence, et c'est l'adoption qui va faire qu'il y a de plus en plus de capitaux qui vont faire en sorte d'avoir des expériences utilisateurs qui soient à la portée de tous et qui permettent que... Vraiment de tous, vous y croyez vraiment? Non, dans tous les cas, ce sera toujours une minorité. Non, mais ce sera toujours une minorité. Même dans nos démocraties, regardez l'abstention. C'est toujours une minorité qui décide, finalement. Quel que soit le système. Vous ne me convaincrez pas là-dessus. Ah non, mais quel que soit le système, jamais tout le monde ne veut y participer. Ouais. Mais en tout cas, il a la possibilité de le faire, ce qui est une grande différence. Bon, là-dessus... Merci pour le cours de philo. Grégory, comment vous voyez l'avenir des smart contracts ? Quels progrès doivent encore être réalisés pour véritablement faire de ces smart contracts que Amaury de Tonquédec, hier en plateau avec nous, qualifiait d'usine à confiance ? En fait, je pense qu'il faut faire monter en régime les audits, surtout. S'il y a autant de failles, c'est parce qu'ils ne sont pas assez audités. Et voilà, tout simplement. Mais c'est presque des audits systémiques. Dans le cas de Mongo, c'est pas une faille du smart contract, c'est une faille du système qu'est l'ensemble de smart contract. C'est-à-dire que le fait d'avoir accepté des paires pas assez liquides financièrement parlant a créé le risque en soi. Après, bien sûr, ils auraient pu mettre d'autres verrous pour s'assurer qu'il y ait moins de risques. Mais clairement, le risque majeur, c'est celui-là. Et ça, c'est assez dur parce que c'est finalement comme dans une société, on fait parfois une erreur, on revient. Mais là, les erreurs sont un peu complexes parce qu'elles sont... Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, aller sur Mango, il fallait déjà en vouloir, quoi, si je peux me permettre, quoi. Le grand public est très, très loin d'aller sur ce genre de choses. Je veux dire que si on perd de l'argent en allant sur Mango, quelque part, on doit en assumer les risques. Hein. Ah oui, ça oui. Clairement. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto, l'avenir passera-t-il par les smart contracts ? En tout cas, ils en contiennent sans doute une fraction de l'avenir et on sera amené à en reparler. Merci Adli Takal-Bataille, le président du Cercle du Coin, Shift Capital également, Grégory Raymond, rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale, Xavier Fenot aussi nous accompagnait tout à l'heure en direct pour Interactive Trading.